Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est donc plutôt, ça sera un petit sujet par rapport à d'habitude, plutôt un cas pratique sur comment réformer l'université en cas de restauration. Pourquoi ce sujet? Donc Michel qui est ici, c'est en partie, c'est une réponse en partie à une demande qui a été faite dans le sens où souvent la question est posée de savoir bon. Légitimiste, c'est bien beau, mais en pratique, comment faire, que faire? Est-ce que vous avez des plans, des programmes ou je ne sais quoi pour améliorer les choses en pratique si le jour où la restauration se fait? Donc aujourd'hui, c'est un exemple, disons que je prends un cas d'école ou plutôt prendre un cas particulier pour essayer de montrer dans le cas de l'université qu'est-ce que pourrait donner l'application d'une doctrine légitimiste. Donc l'idée, c'est pas, il y a deux objectifs aujourd'hui. C'est premièrement de donner une méthode de réflexion, une méthode qui pourrait être développée, une méthode qui pourrait être appliquée à d'autres domaines et qui est appelée à être appliquée à d'autres domaines et qui pourrait être ainsi développée en fonction des besoins et par les gens qui connaissent leur domaine. Donc c'est une méthode et que je vais appliquer donc à la question de l'université et donc des recherches, de la recherche et puis des études supérieures, tout simplement parce que c'est un domaine que je fréquente puisque je suis moi-même doctorant et que j'ai, disons, pas mal vu le fonctionnement des études supérieures en France, que ce soit grande école ou université, et un peu au Japon. Donc j'utilise ça comme, disons, exemple, mais qui est appelé à être décliné dans tous les secteurs. Donc pour la méthode, d'abord, disons que c'est très classique et pas du tout original, puisque je m'inspire tout simplement de ce que faisaient les papes dans leurs encycliques au XIXe siècle. Donc c'est quand on a un problème à régler, d'abord on rappelle qu'est-ce que devrait être, quelles sont les vérités ou les principes. Donc ici, en l'occurrence, ça va être d'abord rappeler qu'est-ce que devrait être l'université, qu'est-ce que c'est que l'université, d'un point de vue en soi et puis de l'histoire. Ensuite, le deuxième point, c'est faire une constatation de la situation actuelle. Quelle est la situation réelle à laquelle on est confronté. Donc pour l'université, ça va être de constater quelle est la situation actuelle de l'université et en particulier ces mots évidemment, mais aussi ce qui fonctionne encore ou ce qui reste sain. Et la troisième étape de la démarche, c'est d'apporter des remèdes. Donc en fait, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est pas développer un programme d'action, disons, concrète qu'un gouvernement pourrait appliquer, mais finalement les lignes et les directions, les directives, les principes sur lesquels pourrait se fonder un plan d'action concret développé par un ministère, par exemple, sous une restauration. Puisqu'ensuite, évidemment, les décisions concrètes, les actions, les plans d'action, disons, sont aussi définis par le contexte particulier qui peut changer ici ou là. Mais ce qui est important, c'est qu'il soit dirigé par une constatation, disons, objective de la situation, qui connaissent vers quoi il faut se diriger et qui possèdent des remèdes adéquats. Donc je vais parler de l'université. Donc je vais résumer les articles que j'avais écrits sur Exigalé sur ce sujet. Donc d'abord, la première question, donc comme je l'ai dit, c'est se poser la question, c'est qu'est-ce que devrait être l'université? Qu'est-ce qu'est l'université?
ou qu'est-ce qu'elle devrait être en soi, à la lumière de son histoire et de sa création médiévale. Voilà, c'est la première chose. Bon, donc je ne vais pas de l'université en particulier. Hein. L'université donc a une histoire très longue en Europe, puisque déjà c'est en Europe qu'elle a été fondée. Elle a été fondée au XIIIe siècle essentiellement, et donc elle a une longue histoire. Elle a été créée en plein milieu de la chrétienté. Donc qu'est-ce que c'était? Donc l'université est normalement en soi le lieu par excellence de la recherche de la vérité, quel que soit le domaine, et dans sa dimension intellectuelle. Donc le Moyen-Âge avait créé l'université sous le patronage du roi et du pape en France, et ce qui en a fait le lieu par excellence de la recherche intellectuelle de la vérité, pour mieux éclairer les objets de la connaissance à la lumière de la révélation divine, de la Bible et de la tradition. Donc la vérité qui est recherchée, je vais expliquer ce que ça veut dire la vérité, c'est une connaissance objective. C'est pas subjectif, ça bouge pas, c'est la réalité telle qu'elle est. Donc pour redonner une définition, disons, classique de la vérité, une définition thomiste, le plus simple, c'est un jugement, une proposition qui est en adéquation avec la réalité qu'elle désigne. Donc la vérité, qu'est-ce que c'est qu'une proposition qui est vraie? C'est une proposition, une affirmation qui est en adéquation avec la vérité, avec la réalité qu'elle désigne. Donc par exemple, si je dis je suis un homme, ben, c'est vrai parce que je suis effectivement un homme et pas une bête, pas un ange, etc. Donc, la recherche de la vérité, c'est une correcte appréhension par la raison humaine de la réalité telle qu'elle est. C'est un réalisme, qu'on appelle aussi un réalisme philosophique. Donc, c'est la science, en fait, c'est donc arriver à appréhender la réalité telle qu'elle est, quels que soient les domaines. Donc, cette réalité, elle peut être multiple, elle peut être divine. Donc, ça, c'est le domaine de la théologie. Elle peut être humaine, donc avec la philosophie, donc qui réfléchit sur la réalité de la nature humaine, et avec à son sommet, on a en particulier la métaphysique, qui est la reine des sciences, enfin, qui est plutôt la science des principes, je veux dire, la reine des sciences étant la théologie. Et puis on a toutes les autres sciences, donc par exemple la science historique, qui s'intéresse à la réalité de ce qui s'est passé autrefois, qui s'intéresse aux événements du passé. On peut en voir la psychologie, par exemple, qui analyse comment fonctionne la part animale de notre âme, la physique, ou les sciences qu'on dit dures, donc les sciences qu'on appelle aussi naturelles, qui cherchent à savoir la réalité physique de ce qui nous entoure, etc. Donc, en fait, il existe de nombreux domaines donc de connaissances, dont les vérités sont définies par leur objet, puisque la vérité, c'est l'adéquation donc de l'affirmation avec la réalité qui est donnée. Et donc, la connaissance, qui est objective, est aussi limitée. Elle est limitée par nos limites d'abord, puisque les moyens que nous avons d'atteindre la réalité sont limités. Par exemple, si je prends l'histoire, puisque c'est ce que je connais, on est limité dans la connaissance historique par les documents, par les archives. On ne peut pas se téléporter dans l'époque qu'on aimerait connaître, et on est obligé de passer par les documents, par les archives, par les témoignages ou les traditions, ce qui limite notre connaissance à ces médiums. Et il y a aussi la limite de notre raison, tout simplement, puisque nous avons une raison qui fonctionne dans certaines limites et qui n'est pas parfaite. Nous ne sommes ni des anges et encore moins Dieu. Mais dans ces limites-là, la connaissance que l'on peut acquérir avec une certitude est valable. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça une connaissance objective. Bon. Et donc en ce sens, et ça le Moyen-Âge le savait très bien, enfin c'est pas pour rien que c'est au Moyen-Âge que l'université a été créée, la théologie était la reine des sciences. Pourquoi? Tout simplement, elle était reine des sciences du fait de son objet,
puisque Dieu est la vérité par excellence, l'objet le plus parfait à étudier. C'est la source de toute vérité. Et donc aussi l'être le plus aimable et donc le plus digne d'étude, puisqu'étudier, c'est connaître. Connaître, c'est s'approprier un objet, et c'est donc savoir pourquoi il est aimable, et donc c'est apprendre à l'aimer, puisque pour aimer, il faut connaître. Plus on connaît quelque chose qui est aimable, plus c'est facile de l'aimer. Donc dans ce sens-là, Dieu est l'objet le plus parfait, ce qui fait que la théologie est la science la plus parfaite. Et de plus, c'est pas simplement l'objet qui est parfait, mais c'est aussi la méthode qui nous a donnée pour l'atteindre. C'est-à-dire que pour atteindre Dieu, notre base de réflexion, c'est la révélation. Il nous a été donc révélé par Dieu lui-même, et qui est infaillible en soi, donc qui dépasse largement notre raison. Et qu'est-ce que c'est que la science théologique? C'est à partir de la donnée de la révélation, déduire avec notre raison limitée et humaine, des conclusions qui ne sont pas forcément explicitement révélées dans la révélation elle-même, mais qui découlent. Voilà. Et tout simplement, c'est ça la théologie. Donc c'est la théologie en tant que science est une vraie pratique de la raison. Bon. Donc ça, j'ai pris cet exemple-là. Mais donc, comme vous l'avez vu, chaque science a son domaine avec son objet, et cet objet conditionne les limites de cette connaissance et les moyens de la connaissance. Bon. Donc, en résumé, l'université s'occupe des sciences, c'est-à-dire elle s'occupe de la recherche de la vérité, de la connaissance objective des objets qui sont dans notre réalité. Et donc, dans ce sens-là, l'université s'attache, ressort de la partie la plus élevée de notre âme, qui est l'intelligence, qui nous rapproche de Dieu. Puisque toute connaissance, même quand elle n'est pas théologique, toute connaissance nous permet de mieux appréhender la réalité telle qu'elle est, et toute réalité, donc tout être, parce que c'est ça au fond, hein, on cherche à savoir quels sont les êtres, quels sont les êtres des choses, qu'elles soient ici dans le monde physique, que ce soit ce qui était dans le passé, le fonctionnement de notre âme, etc. Donc on cherche la réalité de tous les êtres. Ça nous parle toujours de Dieu, puisque tout ça c'est de la création, puisque tout être vient de Dieu et a été créé par Dieu. Donc plus on arrive à éclairer des vérités et à connaître la réalité telle qu'elle est, plus ça nous rend aimable le bon Dieu, et ça nous aide à le contempler et à l'aimer. C'est ça le motif premier de la création de l'université au Moyen-Âge. Et j'aimerais juste préciser au passage qu'il n'y a que dans l'Europe chrétienne où l'université est née, et où en fait la science telle qu'on l'entend dans le bon sens du terme a été fondée. Il n'y a aucune civilisation qui n'a eu de science telle qu'on l'entend aujourd'hui, dans le sens pure action de la raison pour atteindre une réalité telle qu'elle est. Et encore moins organisée dans une corporation qui s'appelait université. Donc voilà. Et voilà. Donc je continue. De la même, pourquoi cette connaissance universitaire, intellectuelle est importante? Parce que plus on connaît la création, mieux on peut s'en occuper. Plus on peut parfaire nous-mêmes, on peut pas faire nous-mêmes, mais parfaire aussi ce qui nous entoure. Et ça, aujourd'hui, dans les sciences dures ou matérielles, on le voit. On voit très bien que le progrès, disons, dans la connaissance objective de la réalité, par les sciences naturelles, etc., nous permet de parfaire beaucoup de choses, et donc de mieux s'occuper de la création, de mieux s'occuper des hommes et de les parfaire. Au départ, c'est normalement ça, c'est censé faire ça, la science, la vraie science. Par exemple, je prends juste l'exemple parce que c'est celui que je connais, l'histoire, donc c'est la connaissance des faits du passé, permet
de mieux comprendre notre présent, donc de comprendre pourquoi on est dans cette situation actuelle, permet aussi d'honorer les ancêtres, donc d'accomplir notre devoir de piété filiale, puisque c'est quand même c'est difficile de rendre de vénérer ou de rendre honneur à nos ancêtres si on ne les connaît pas. Ça semble évident, mais en fait, si on oublie, ben on oublie. Hein. Et cette histoire, quand elle est poussée par la révélation en particulier, elle nous rattache à Adam, et donc à la création, et donc à Dieu. Et aussi, elle nous fait prendre conscience à quel point nous sommes un maillon, et elle nous fait prendre conscience de notre nature humaine qui est politique, et qui fait qu'on ne peut vivre que dans une société, etc. Et donc, si on faisait, disons, de l'histoire de façon... N'importe qui fait de l'histoire de façon honnête, tout de suite, jetterait Rousseau à la poubelle sans même se poser une seule question, puisque la réalité de toute l'histoire parle contre. Donc, il n'y a même pas besoin de commencer à étudier ou à, je veux dire, à analyser Rousseau. Il est déjà disqualifié par les réalités qui nous entourent. Et contre la réalité, pas d'argument, comme disait saint Thomas d'Aquin. Enfin, on ne discute pas la réalité. Et ensuite, l'histoire a encore un troisième bénéfice, c'est que c'est un cours de politique. C'est-à-dire que c'est une mine d'or d'enseignement pour gouverner, pour nous diriger dans notre vie. Ça nous permet d'avoir une sorte de somme d'expérience sans l'avoir vécu nous-mêmes. Ce qui est pas mal puisque ça permet de tirer les enseignements des erreurs de nos prédécesseurs sans nous-mêmes faire des erreurs et inversement de trouver ce qui marche bien. Bon, pour développer notre prudence. Donc je résume. Le but, la fin de l'université, c'est la connaissance. Donc, c'est-à-dire s'approprier et éclairer des vérités. Donc, c'est-à-dire une connaissance objective, donc une appréhension de la réalité telle qu'elle est. Bon. Et donc, l'université a été créée dans ce but au Moyen-Âge, et elle forme des professeurs qui donc éclairent ces réalités, s'approprient ces vérités, et dont la mission est de les transmettre, parce que si c'est juste pour eux, c'est bien gentil, c'est bien sympa pour eux, mais ça ne sert pas à grand-chose, disons. C'est pour les transmettre le plus largement possible aux autres. C'est pour éclairer les autres et que ces vérités aient leur place à tous ceux qui en ont besoin. Donc il y a tous les domaines, hein, donc la théologie elle est au sommet, donc tout le monde en a besoin. Donc on peut imaginer tous les domaines de vérité qui ne sont pas forcément utiles à tout le monde. Mais toute vérité est intrinsèquement et nécessairement, enfin disons, a vocation à être transmise. C'est aussi le but de l'université, parce qu'éclairer une vérité, c'est bien. Si on la transmet pas à d'autres, disons que celui qui a fait le travail de l'éclairer, c'est du temps perdu. C'est l'inverse de l'esprit démocratique. C'est-à-dire qu'en esprit démocratique, on nous a inculqué quand on était à l'école, quand on était petit, cette sorte de mythe qu'il faudrait tout redémontrer de zéro par nous-mêmes, ce qui est complètement débile quand on réfléchit. Et il y a tout un tas de personnes dans toute l'histoire, à commencer par Dieu qui nous a transmis sa révélation, qui nous a donné toutes les vérités. On va pas perdre du temps à rechercher, rééclairer des vérités qui sont déjà éclairées. Il faut juste les approprier. Et ça, les professeurs qui ont fait le travail le transmettent dans l'université. C'est aussi un des rôles de l'université. Et donc, il y a une autre chose intéressante que je voulais préciser. Bon, ça, c'est pas forcément des conséquences aujourd'hui, mais c'est que l'université, historiquement, était patronnée par le roi et le pape, mais c'était une institution ecclésiastique. Donc, c'est-à-dire que tous ceux qui étaient à l'université, que ce soit les étudiants ou les professeurs, étaient des clercs. Des clercs. Ce qui est intéressant, parce que c'est vrai, et ça je peux en témoigner, la recherche est une sorte de sacerdoce, dans le sens où ça demande une sorte de règle de vie, ça demande un sacrifice du monde, parce qu'au bout d'un moment, si on est trop ancré dans le monde, si on est attiré par le monde, ça pollue la recherche intellectuelle.
et souvent, c'est connu, mais c'est vrai, les chercheurs ont une vue pauvre et réglée. Et de plus, pourquoi des clercs? Et ça, c'est vrai que c'est important, surtout quand on regarde le XIIIe siècle. Enfin, pas que, mais à partir du XIIIe siècle, c'était surtout les ordres mendiants qui étaient aussi les professeurs à l'université. C'est pas pour rien. C'est parce que l'humilité en tant que règle de vie était extrêmement importante, puisque par définition, comme on touche à l'intelligence, c'est aussi le domaine où il est le plus facile de tomber dans une sorte de péché de vaine gloire, de fatuité ou d'orgueil, où on s'approprierait les vérités qu'on a éclairées, comme si elles étaient de notre fait, alors qu'elles ne sont pas de notre fait, qu'on ne fait que, voir des réalités qui sont devant, grâce à la lumière qui nous a été donnée par soit par Dieu directement, soit par Dieu indirectement dans notre raison humaine. Bon. Donc ça, c'est la fin de l'université. Voilà. Donc la fin de l'université, c'est la vérité. Donc si l'université existe, normalement, c'est pour rechercher la vérité. Donc la réalité telle qu'elle est. Ça, c'est la fin, c'est le but. La question suivante, c'est quel est le moyen pour arriver à cette fin que se propose l'université? Le moyen, c'est la méthode. C'est-à-dire que chaque discipline, chaque domaine de connaissance a une méthode particulière qui est soumise à son objet. C'est un peu comme des juges qui ont la procédure. Le but du juge, c'est pas la procédure, on est d'accord. Le but du juge, c'est de juger justement les affaires qu'il a, donc de comprendre la réalité telle qu'elle est, et à partir de ces réalités qu'on parvient à connaître par une enquête, et par des témoignages, et par la procédure justement, mais à partir de cette réalité, donner un jugement juste. Là, finalement, le chercheur, c'est le même processus. Le but, c'est de trouver la vérité, et pour arriver à cette vérité, on utilise une méthode. La méthode est une procédure, c'est-à-dire qu'elle dépasse un peu le chercheur, comme la procédure dépasse un peu le juge. C'est-à-dire que grâce à la méthode, le chercheur peut se réfugier derrière elle euh, et réduire son amour-propre, se protéger contre ses faiblesses en s'en remettant à une méthode qui est plus sûre que ses propres envies, afin d'atteindre plus sûrement un but. C'est une sorte de liturgie, presque, on pourrait dire, de la recherche, la méthode. Et ce qui est important, c'est que la méthode donc varie en fonction des objets de la science. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, en théologie, la méthode, c'est la déduction. On parle du donné révélé, et à partir du donné révélé, on déduit des conclusions. En philosophie, c'est l'inverse, c'est par induction. On regarde la réalité telle qu'elle est, et à partir de la réalité humaine telle qu'elle est, on remonte à des principes qu'on arrive à déduire par notre raison. En histoire, ça sera la recherche archivistique. On passe par les archives, les documents. En physique, ça sera, et dans les sciences naturelles, ça sera l'expérience et le protocole de l'expérience qui permet de répéter certaines choses pour trouver des lois, etc. Il y a une fin, la recherche de la vérité, une méthode pour chaque domaine de la science qui nous permet d'arriver à cette vérité, et enfin, il y a une sorte de garantie qui permet d'une bonne application de la méthode, c'est l'organisation de la recherche en corporation de chercheurs. C'est-à-dire que, comme n'importe quelle guilde d'artisans ou de n'importe quel métier, l'université au Moyen-Âge était avant tout en fait une corporation de professeurs et d'étudiants qui donc avaient un but commun, c'est de chercher la vérité et qui utilisaient une méthode, enfin qui utilisaient la méthode qui était de leur science, mais le fait d'être en corporation, c'était la corporation qui assurait la bonne application de la méthode pour arriver à la fin et donc assurer que c'était la bonne recherche et que ça se faisait bien. Et en particulier, donc, cette corporation avait des privilèges pour pouvoir permettre l'exercice de la recherche, et c'est l'appréciation des pairs. C'est-à-dire que c'est les pairs
qui se jugeaient les uns les autres, du fait de l'expérience, parce que c'est une expérience aussi, comme n'importe quel métier, c'est d'expérience. Plus on fait, mieux on fait. Et c'est les pairs qui permettaient de juger les productions des autres pairs. Voilà. Donc il y avait les professeurs qui étaient un peu les maîtres, les étudiants ou les doctorants qui étaient comme des apprentis, et ça fonctionnait tout à fait comme une guilde, mais avec cette fin qui était extrêmement noble, puisqu'elle avait pour but la vérité intellectuelle. Et c'était ainsi que donc l'université en tant que corporation organisée, constituée et protégée par le roi et le pape, permettait, enfin, pouvait prétendre de garantir la production de savoir sûr, donc qui permettait d'arriver à une certitude importante avec les limites qu'on a dit dans toutes les connaissances, parce qu'on n'est pas Dieu, donc toute connaissance certaine est limitée par le domaine de son savoir, hein. Mais dans ce domaine qu'on sous-entend, on peut dire qu'une certaine connaissance est sûre ou certaine ou objective. Par exemple, en sciences dures, on dit qu'un résultat d'une théorie est vrai tant que de nouvelles expériences ne la remettent pas en cause. Donc, elle est certaine, mais quand il y aura une expérience qui la remette en cause, ben, elle sera trouvée fausse, donc il faudra trouver une autre théorie, par exemple. Mais on va pas dire que ce qu'on a trouvé jusque-là, et il faut quand même, c'est pas parce qu'on peut pas la garantir, il y a des limites, et dans les limites, elle est vraie. Donc dans les limites de sa validité, qui sont données par l'objet que l'on étudie et par les limites de notre raison humaine. Et donc cette université, organisée en corporation, pouvait prétendre à garantir la production d'une connaissance sûre et vivante, dans le sens où on la transmettait, c'est-à-dire qu'on n'avait jamais fini d'éclairer les vérités, donc on continuait à examiner, et puis il y avait cette véritable souci de transmettre ces vérités éclairées pour qu'elles servent à notre perfectionnement. Voilà. Donc ça, ce que je viens de présenter là, c'est ce que devrait être l'université, et ce qu'elle a été au départ, en tout cas dans notre histoire. Et c'est l'objet, c'est la fin de l'université. Donc rechercher la vérité, donc ça c'est la fin, avec la méthode, qui est le moyen, et organisé en corporation, avec ses privilèges, et patronné par le pape et le roi, donc qui les protègent dans leur indépendance, pour assurer l'accomplissement de cette fin. Voilà. Donc deuxième partie, après avoir présenté ce que devrait être l'université, c'est constater aujourd'hui où en est l'université. Bon. Donc je vais essayer de faire un constat général de la situation aujourd'hui donc de l'université dans le monde, voilà, dans ses grands traits, et voir ce qui ne fonctionne pas et ce qui fonctionne. Il y a plus de choses qui ne fonctionnent pas malheureusement, il y a quand même quelques petites choses qui fonctionnent encore. Comme on dit, le mal n'existe pas en soi, il faut qu'il parasite quelque chose qui fonctionne, ou un être, parce que sinon il ne peut pas exister. Mais enfin, donc je vais lister un certain nombre de problèmes, de maux, de maladies qu'aujourd'hui l'université possède. Premièrement, et ça c'est certainement le plus grave, la constatation la plus grave pour l'université, c'est que l'université aujourd'hui a perdu sa fin, elle a perdu son but. C'est-à-dire qu'elle ne cherche plus la vérité. Ça, c'est le problème majeur. Elle a perdu la vérité. L'université moderne, telle qu'on la connaît aujourd'hui, est fille de la modernité. Entre parenthèses, a été refondée au XIXe siècle. L'université telle qu'elle existe aujourd'hui, même s'il y a des choses qui proviennent d'avant le XIXe siècle par inertie, elle a été refondée au XIXe siècle contre la tradition universitaire classique en France.
et dans les pays, la plupart des pays européens. Et donc, elle ne cherche plus la vérité, qui est normalement sa fin première. Elle est devenue relativiste, puisque c'est ça une conséquence de la modernité. La modernité refuse la vérité. Elle refuse la vérité dogmatique. Donc elle dit que toutes les vérités se valent. Il y a un relativisme. Et ben ça se répand dans l'université. Il y a une sorte de relativisme extrême aujourd'hui dans l'université qui fait qu'on considère que chacun a sa vérité et que donc on peut dire on peut pas voilà, on n'a plus de vérité. Donc en fait, ce qui est fou là-dedans, c'est que l'université a perdu sa raison d'être, mais elle existe toujours, mais elle a perdu sa raison d'être, qui est d'éclairer une vérité objective, qui est de comprendre la réalité telle qu'elle est, qui est de dire des jugements qui sont en adéquation avec le réel. Et donc, quand on a cette définition classique de la vérité, par définition, la vérité ne peut pas changer, puisque c'est la réalité telle qu'elle est. La réalité telle qu'elle est, elle ne change pas. Donc, aujourd'hui, le grand mot de l'université, c'est d'avoir perdu ce but de la vérité et d'éviter soigneusement d'en parler. En université, on oublie le but, on ne veut pas en parler. Et donc, quelque part, on pourrait dire les choses comme ça, c'est que l'université révolutionnaire, donc moderne, a oublié que le bon chercheur est celui qui fait de bonnes conclusions, que le bon chercheur est celui qui fait des conclusions justes. Aujourd'hui, c'est pas ça qu'on croit. Aujourd'hui, on croit que le bon chercheur, c'est celui qui est bon technicien, celui qui respecte bien la méthode, même s'il fait des conclusions fausses. Ce qui est retourner, voilà, mettre le moyen à la place de la fin. Et donc aujourd'hui, on a de très bons techniciens, mais pourquoi ils font de la technique? Plus beaucoup de chercheurs ne savent pourquoi ils cherchent, tout simplement. Et donc, les conséquences de ça en pratique, c'est une production scientifique qui devient pléthorique, où on a une sorte d'exigence de la quantité au lieu de la qualité, sur des sujets qui sont sans intérêt, de détails, qui n'intéressent personne, et tant dans ces sujets que dans ses conclusions. Il y a aussi cette tendance de fonctionnariser le chercheur, puisque ça devient technicien, donc il a plus besoin, c'est plus un art, c'est une technique. Et en plus, ce chercheur qui ne cherche plus la vérité s'ennuie, et donc se perd dans soit des détails qui servent à rien, soit dans des fantaisies qui lui plaisent et il part dans des délires, et qui deviennent parfois superstitieuses, soit, voire même, craint la vérité quand il l'entreaperçoit, donc s'aligne tout simplement sur les idéologies du moment pour pouvoir survivre et avoir des financements. Voilà, donc ça, le premier problème, c'est la perte de la vérité comme fin. Deuxième problème, que j'ai à peine évoqué, c'est que les chercheurs sont soumis au monde. La caractéristique de l'université au médiéval, au Moyen-Âge, c'est que c'était une corporation indépendante avec des privilèges, qui était en plus des clercs, et donc qui était complètement indépendante du monde, qui ne cherchait la vérité que pour la vérité, peu importe que n'importe qui dise quoi que ce soit. Voilà. Aujourd'hui, les chercheurs sont complètement soumis au monde. Le fait qu'on perde le but qui est la vérité fait que les chercheurs ne sont plus soumis à la vérité objective, ne sont plus soumis à la fin de l'université, mais sont soumis aux vérités idéologiques du moment. Parce que la nature a horreur du vide, donc si on évacue la vérité objective, on ne peut pas avoir pas de vérité, donc il faut bien qu'on ait des sortes de fausses vérités que même inconsciemment on considère comme des vérités. Donc à la place des vérités objectives, c'est les vérités idéologiques. Donc aujourd'hui, ça sera je sais pas comment ils appellent ça, les buts là, des SDGs ou je sais pas quoi, l'environnementalisme, le genre. Par exemple, regardez le nombre de recherches qui se font sur la femme, parce que c'est à la mode de faire du féminisme, donc il y a tout le monde qui fait des recherches sur la femme. Bon, bah, il y a les modes, mais ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que les chercheurs sont soumis aux vérités idéologiques du moment et qui peuvent changer parfois très vite.
Et c'est accentué par le fait que les chercheurs, à la différence du Moyen-Âge, ne sont ni moines, ni nobles. Parce que quand on regarde dans l'histoire, au départ, c'était que des clercs qui leur donnaient une indépendance et des protections par rapport au pouvoir temporel et par rapport à leur but avec des règles précises. Mais souvent aussi, ça a été des nobles qui faisaient mathématiciens, je sais pas moi, Fermat, enfin il y en a plein, qui étaient aussi indépendants et libres, qui ne dépendaient de personne dans le financement et qui ne demandaient de personne même dans le pouvoir temporel. Ils n'étaient esclaves que de la vérité. Et ça, c'est important. C'est-à-dire que pour arriver à s'approprier la vérité, les chercheurs devraient être esclaves de la vérité et de rien d'autre. Le problème aujourd'hui, c'est que les chercheurs sont esclaves de tout ce qu'ils veulent. Enfin, du monde, je veux dire. Et c'est typique. Le nombre de personnes qui, pour survivre, sont obligées d'aller chercher des financements et donc de se voir imposer des sujets et qui le font, même contre leur volonté parfois, parce que sinon ils meurent de faim. Voilà. Et c'est ça comme ça que ça se fait à l'heure actuelle. Et plus on va dans les sciences qui sont dites naturelles, etc., plus c'est prégnant puisque il y a de plus en plus d'argent qui va vers ça. Par exemple, si on va dans le domaine médical avec ces histoires de vaccins, tout ça, je vous laisse même pas imaginer ce que c'est. Mais c'est même vrai dans les domaines qui sont a priori pas très argentés. Puisque dans tous les cas, les financements, même si ça vient pas de gros intérêts financiers, ça vient de l'État et donc de gens qui sont idéologiques, etc. Donc, voilà. Alors, voilà. La seule chose qui est intéressante, c'est que effectivement, même malgré cette situation catastrophique, depuis le 19e siècle, il y a eu une certaine continuité dans la tentative d'appropriation de la vérité objective dans l'université. Et en fait, ça, ce qui est beau, c'est que malgré l'université révolutionnaire, la vérité a été toujours là, par force, du fait de la concurrence catholique. Du fait que la science, que la société était encore catholique et qu'il y avait encore des universités catholiques et qu'il y avait encore des catholiques. Donc, par force, même ceux qui voulaient plus parler de vérité étaient obligés de parler de vérité, puisqu'on leur balançait à la tête en face. Mais ça, aujourd'hui, c'est en train de disparaître, puisque la société n'est pratiquement plus chrétienne. Et donc, si on arrive à des vérités, c'est par hasard. Et je pense que vous l'avez remarqué aussi, on arrive même, depuis quelques années, une sorte de stade ésotérique de la science. C'est-à-dire que le Coran en donne certainement un avant-goût effrayant, mais la science devient une sorte de gnosticisme religieux qui permet de justifier n'importe quel délire, pour le dire simplement, et qui n'a plus rien à voir avec la science telle qu'elle était vue au Moyen-Âge et telle qu'elle était objective. Ça devient une sorte de religion délirante, gnostique et ésotérique. Et cette évolution a commencé depuis la Renaissance, mais là, depuis quelques années, elle prend un tour vraiment importante, et on pourrait même dire qu'on en revient à un stade pré-chrétien de la science, c'est-à-dire où les sciences sont en fait des prétextes à appuyer des doctrines superstitieuses et voire à justifier des pratiques ésotériques ou chamaniques. On peut voir très bien, par exemple, le vaccin comme une pratique de cérémonie de passage, je ne sais quoi, enfin bon, bref. Et je peux dire de mon expérience, enfin disons du Japon, c'est que quand on regarde l'histoire du Japon, tout ce qui est érudit dans l'histoire du Japon, en fait, touche toujours à l'ésotérisme, à la fumisterie, etc. Ça ne veut pas dire que, en fait, c'est que là, on n'est plus soumis à la vérité objective, mais c'est que finalement la raison est utilisée pour d'autres fins que la vérité, en fait. C'est ça le problème. Donc, premier problème de l'université aujourd'hui, c'est qu'elle a perdu la fin. Deuxième problème, c'est que les chercheurs sont soumis au monde, et donc ça devient une superstition ou une religion. Troisième problème,
c'est la soumission complète à l'État. Il n'y a plus d'indépendance. Puisque au Moyen-Âge, il y avait une corporation qui était sous patronage du roi et du pape, mais qui avait des privilèges qui la rendaient indépendante. Et ça, cette soumission à l'État devient incroyable. C'est-à-dire que même s'il reste encore en France, par exemple, une sorte de corporatisme coutumier, c'est-à-dire où le professeur reste un peu professeur plus que fonctionnaire, par exemple, bah, par exemple, au Japon, qui n'a pas de tradition universitaire, bah, c'est pas du tout le cas. Et ici, les professeurs sont avant tout des fonctionnaires d'abord de l'administration de l'université, qui sont eux-mêmes des fonctionnaires de l'administration d'État. Il n'y a pas ce côté corporation où les professeurs vont dire, pardonnez-moi, je vais être vulgaire, mais vous les administratifs, on vous emmerde, nous on fait de la vérité, vous venez pas nous embêter avec vos papiers. Encore en France, ça existe encore ce monde-là. Ici, pas du tout. C'est des fonctionnaires améliorés qui, dans leur temps perdu, arrivent à faire un peu de recherche. J'exagère un peu, mais à peine. Et dans ce sens-là, ça c'est important pour notre réflexion, c'est que la vraie université, je veux dire, l'université qui accomplit vraiment sa fin, ne pouvait pas exister sans le roi ni le pape, les deux. Enfin, un autre défaut aujourd'hui, c'est l'oubli de la transmission. L'université ne transmet plus. Vous allez me dire, c'est logique, on ne cherche plus de vérité, on s'approprie plus de vérité, donc si on n'a plus de vérité à transmettre, on ne les transmet plus. Bon, en pratique, il y a quand même des vérités qui sont trouvées, parce que notre nature humaine, quand même, on est appelé à la vérité, donc même si on nie la fin, il y a quand même des chercheurs qui trouvent des choses. Mais ce qui est fou, c'est qu'on ne veut pas la transmettre. J'allais même dire, quand c'est des fausses conclusions, logiquement, on aimerait, enfin, je veux dire, parce que celui qui fait une fausse conclusion, je pense que c'est vrai quand même, donc il aurait normalement envie de la transmettre. Mais aujourd'hui, on arrive à un stade d'élitement. Par exemple, les communistes faisaient ça, aussi faux que soit leur doctrine. Aujourd'hui, on arrive à un délitement encore supplémentaire, c'est-à-dire qu'on ne veut plus transmettre. Il faudrait une sorte comment dire, les chercheurs deviennent des maniaques, des vérités qui sont les seuls à connaître et qui ne veulent pas, qui se complaisent dedans et ne veulent plus les transmettre parce qu'ils ont peur de se confronter à la vérité ou ils veulent pas. Voilà. Et les seuls finalement qui sortent de l'université, ce sont ceux qui sont dans le monde, qui se sont mis au monde et qui se fourvoient dans une sorte de culpabilisation en appuyant des idéologies et des choses comme ça qui n'ont rien à voir avec la science. Donc tout ça, c'est ce qui va pas, mais qu'est-ce qui reste, qui marche? Parce qu'il y a quand même quelque chose qui marche encore, c'est l'appréciation des pairs. C'est-à-dire que la seule chose qui est restée, c'est la pratique de la méthode. Et en fait, toute l'université à l'heure actuelle est quand même issue d'une longue histoire, donc avec des méthodes qui sont quand même bien rodées et qui ne se suppriment pas du jour au lendemain. Et donc, clairement, il y a des recettes, enfin des méthodes et l'appréciation des parts qui existent encore. Et par exemple, une revue universitaire fonctionne encore comme ça, avec la relecture des pairs, un conseil scientifique, et ça, c'est complètement indépendant, qui de l'État, qui de l'administration, etc. Mais le problème, c'est que si c'est plus nourri par la foi chrétienne, eh bien, voilà, ça va pas durer longtemps. Je vais vous donner un exemple un peu plus concret sur le domaine que j'étudie, donc sur l'histoire du droit, pour un peu exposer à tout ce que, enfin, en pratique un peu dans ce domaine particulier, ce que je viens de dire. Donc normalement l'histoire, c'est quoi le but de l'histoire? C'est d'éclairer les faits du passé, donc c'est de s'approprier les faits du passé tels qu'ils existent. Donc en les établissant, en faisant une enquête, etc. Et ensuite, à partir de l'établissement de ces faits, d'en tirer des enseignements pour nous, pour notre temps, ou pour notre avenir, ou pour ceux qui prennent des décisions, voilà, ou pour honorer nos ancêtres. Bon, cette fin n'est plus assumée officiellement, ça c'est clair. Et la plupart des chercheurs ne l'assument plus non plus en particulier, même s'il y en a encore.
Et quand elle est poursuivie, disons, cette fin, c'est un peu par hasard. Parce qu'en fait, c'est intéressant. Parce que quand même, ce qui est intéressant, c'est la vérité. Donc, même quand on l'a mis frontalement, bah, au bout d'un moment, on est quand même intéressé par elle. Mais aujourd'hui, officiellement, en tout cas, l'histoire ne se résume qu'à une méthode. Donc, c'est l'exploration des sources. Et c'est les sources qui deviennent la fin. On oublie qu'il faut chercher le fait historique pour dire que la source, c'est la source. Donc, vous pouvez, j'exagère, en gros, vous pouvez avoir une source originale qui raconte des trucs complètement inintéressants, mais puisque c'est une source originale, c'est bon, vous serez un chercheur de premier plan, même si ça sert à rien. Voilà. Donc, et même aussi, il y a cette tendance qui est, à la limite, on pourrait faire une sorte d'œuvre d'érudition sur un manuscrit, qui pourrait être par ailleurs très intéressant d'ailleurs, mais sans jamais avoir parlé de son contenu. Et ça suffirait pour pouvoir être considéré comme un excellent chercheur. Et donc ça découle, mais donc la conséquence d'avoir oublié cette fin et de ne voir le moyen qui sont les sources comme une fin, c'est d'éviter de parler de la réalité qui se cache derrière les sources. Et quand on les voit, donc c'est que par indirectement, c'est sans faire exprès. Parce que bon, quand on parle des sources, au bout d'un moment, quand même, on est obligé de parler de ce qu'elles disent. Mais aujourd'hui, on évite soigneusement de parler de cette réalité, alors que c'est ça qu'on devrait chercher au départ. Et quand il veut en parler, en fait, le chercheur en histoire va toujours s'échapper en évitant de dire qu'il y a telle ou telle réalité, mais en disant que la source est subjective, donc c'est l'avis de la source, maintenant c'est rien en fait. Ce qui tue la science, c'est-à-dire qu'on ne veut plus avoir de certitude. Il y a aussi l'autre tendance d'avoir de se plonger juste dans l'historiographie, c'est-à-dire qu'à la limite on oublie même les sources et on ne fait que parler de ce que les autres chercheurs ont dit, parce que maintenant il y a plus de 150 ans quasiment d'histoire de la recherche, donc finalement il y en a certains qui passent toute leur vie à faire ça et ça sert juste à rien. Et l'autre conséquence qui se voit aussi, c'est qu'il y a un certain nombre d'historiens qui ne veulent plus transmettre ce qu'ils ont trouvé dans l'histoire. Ce qui est fou quand on est historien, puisque enfin, je pense que tous ceux qui sont devenus historiens d'abord ont aimé les histoires et aimé qu'on leur raconte l'histoire. Et donc techniquement, on aime raconter l'histoire, mais il y a un certain nombre de personnes qui ne veulent plus. Et parce que perfectionnistes, ils savent qu'ils vont devoir simplifier ou qu'ils ont peur, voilà, ils veulent pas faire la synthèse ou ils sont juste contents de eux trouver des vérités et tant qu'eux ils les voient et ça va. Et donc ce qui fait que derrière, à cause de cette démission des historiens professionnels qui ont une vraie méthode et donc peuvent pas complètement dire n'importe quoi, on a laissé finalement le champ à tous les charlatans de passage. Je pensais à l'Inquisition, par exemple. À l'Inquisition, vous avez un Lamotte qui se passe pour un historien ou même mais qui ne dit que des mensonges. Mais tous ces gens-là, s'ils ont pu prospérer, c'est parce que les historiens ils se sont permis de mentir et qu'ils étaient plus censurés, mais aussi que les historiens professionnels ne voulaient plus aller se battre ne voulaient plus aller communiquer la vérité. La vérité. Et l'autre tendance, donc on en revient aussi toujours au même, c'est cette sacralisation de la méthode qui fait croire que dans l'oubli de Dieu aussi, qui va avec finalement, puisqu'on ne veut plus la vérité, donc la vérité qui, quand même, la vérité par excellence, c'est Dieu, donc si on vire Dieu, et donc on a cette tendance, donc ça devient humano-humain, on veut croire qu'on peut faire un travail parfait. Et donc, c'est pas possible. Donc, qu'est-ce qui se passe en pratique? C'est que pour faire un travail parfait, on réduit le travail, en fait. C'est-à-dire qu'on le limite à quelque chose de tellement petit que, effectivement, dans cette super limitation et réduction, on peut faire quelque chose qui est parfait. Si je fais 1 plus 1 égale 2, quoi. Quelque chose qui sera sur un sujet de pur détail. Juste un fait de pur détail.
mais qui ne sert absolument à rien. Mais dans ce sujet complètement réduit, ça sera à 100% vrai. On veut plus se risquer sur quelque chose qui demanderait en fait de faire référence à des vérités philosophiques, à des conclusions de d'autres sciences ou aux vérités théologiques, ou même simplement, je sais pas, une enquête de juge, quoi, etc. Bon. Et dans le même sens, donc cette obsession de la perfection, il y a aussi cette croyance qu'il y a une progrès continu et infini dans la recherche. Que normalement, effectivement, c'est ce que ça devrait être, c'est que les vérités qu'on éclaire viennent éclairer un peu plus des choses qui ont déjà été éclairées dans le passé. Mais en fait, c'est faux en pratique à l'heure actuelle, puisque ça part du principe que chaque recherche aurait connaissance de toute la recherche qui a été faite précédemment et viendrait apporter une petite pierre au-dessus, voilà, et que ça s'adresserait qu'à des gens qui ont lu toute la littérature avant. Mais en fait, cette chose est complètement absurde, puisque l'université à l'heure actuelle a été fondée au XIXe siècle. Autant les premières générations, ils n'avaient pas de recherche avant eux, donc ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. Disons que dans les années 50, ils avaient une ou deux générations avant eux, donc c'était pas forcément si compliqué de lire toute la recherche. Mais plus le temps passe, plus la recherche s'accumule. Et puis surtout, c'est pas parce que la recherche s'accumule qu'elle est de qualité. Donc en fonction des domaines ou des prédécesseurs qu'on a eus, si on a une infinité de recherches qui sont de piètre qualité, on passerait quasiment une vie à lire toute une littérature pour rien. Et il y a cette croyance qu'il faut tout faire, mais sauf que c'est pas possible. Donc aujourd'hui, on arrive à la limite de cette logique, puisque jusqu'à un certain temps, le temps était suffisamment court pour même quand c'est, pour que c'était possible. Mais là, on arrive quasiment à plus de 150 ans d'histoire de la recherche. Donc en fait, ça devient impossible. Ou alors, la seule possibilité, c'est encore pareil, de réduire le sujet à quelque chose de si limité qu'il n'y a pas tant de recherche dans ce domaine-là si limité. Donc sur, je sais pas moi, les menus du roi au 7e siècle. Mais qu'est-ce que ça fait ça intéresse personne. Enfin, bref. Ça, c'est un autre problème. Et le problème de ça, enfin une conséquence aussi intéressante, c'est que comme le critère n'est plus la vérité, et que c'est cette méthode de source et d'avoir tout lu, c'est qu'une fois qu'on a les sources et qu'on a tout lu, après on peut dire n'importe quoi au niveau de la conclusion. On n'a pas le droit de dire n'importe quoi au niveau disons, des faits de la recherche précédente ou des faits qu'il y a dans les sources, mais une fois qu'on a passé ces balises, après on peut conclure n'importe quoi. Ce qui fait qu'il y a une vraie méfiance par rapport à la recherche à l'heure actuelle, parce qu'il y a des conclusions qui sont parfois délirantes. Mais ce qui est intéressant, c'est que ces conclusions délirantes, souvent, ne correspondent pas du tout à l'analyse du corps d'un article, par exemple. Et parfois, on se demande, mais vraiment, il y a des cas comme ça, on se demande, mais comment le chercheur arrive à la conclusion à la fin de son article, quoi, qui est quasiment en contradiction, qui est en contradiction, soit parfois directe, avec pourtant ce qui est établi dans les sources, alors même qu'il veut pas le voir. Donc, c'est-à-dire que c'est même quelqu'un qui n'a pas forcément envie de le voir, mais qui le dit quand même, et puis qui arrive à une conclusion complètement délirante. Voilà. Et pour vous exposer la chose, ce qui est drôle, c'est qu'aujourd'hui, ça j'en profite un peu au Japon, mais quand je propose des analyses, disons, traditionnelles, c'est tellement pas commun que ça semble original, alors que il n'y a rien de nouveau. Voilà. Bref. Voilà, donc ça c'était pour illustrer. Et je vais finir, donc, troisième point. Donc on a vu qu'est-ce que devrait être l'université. On a vu quelle est la situation actuelle de la recherche et quels seraient donc les remèdes à la lumière de cette analyse qu'on pourrait apporter en cas de restauration. Donc en fait c'est assez simple, je pense que la plupart d'entre vous en écoutant l'analyse ont les idées de ce qu'il faudrait faire en priorité et des principes de base. Donc ça ira vite. Donc la première chose, c'est conserver ce qui marche. Déjà, pas de table rase. On a, en Europe en particulier, une très longue tradition de faits, et malgré l'institution révolutionnaire de l'université en France, sous mandat étatique, etc.,
en pratique, l'esprit de corporation des professeurs n'a pas disparu, elle s'est quand même maintenue, et elle existe encore de façon, disons, vivante, dans le jugement des pairs et le fonctionnement de toutes les revues universitaires, par exemple. Le problème en France, c'est pas le jugement de pairs, c'est le fait que ça soit l'État qui contrôle, par exemple, qui empêche le jugement de pairs et qui contrôle, par exemple, qui peut devenir ou pas maître de conférence. Alors que ça devrait être fait dans la corporation et normalement de façon décentralisée. C'est-à-dire que l'Université de Paris décide de ses professeurs, l'Université de Lille de Toulouse décide de ses professeurs. Ça ne devrait pas se faire au niveau national. Ce qui permet d'éviter les abus. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a quelques professeurs qui sont nommés politiquement dans certains comités et qui vont, dès le départ, valdinguer tous les thésards qui sont pas dans la ligne. Et ça, je peux en témoigner, parce que j'ai par exemple un ami qui est talentueux, qui a eu toutes les meilleures mentions en thèse, et ben qui se fait refuser son agrément pour pouvoir postuler, juste postuler, à des postes de maître de conférence, parce qu'il est catholique, en fait. Et il assume. Voilà. C'est comme ça. Bon. Donc la première chose, c'est conserver ce qui marche aujourd'hui. Donc c'est le côté corporation qui reste, le fonctionnement des revues universitaires et le jugement des pairs. Après, le deuxième point, c'est remettre, et ça c'est essentiel, remettre la fin. Ça, c'est vraiment la première chose à faire, c'est remettre la fin et la mission de l'université là où elle est, c'est-à-dire la vérité. Remettre la vérité au centre. Et une fois que la vérité sera au centre, toutes les autres choses après vont se réaligner sur la vérité. Donc c'est la première chose. Et donc c'est mettre au centre la vérité à la lumière de la révélation, au service de l'éclairement de cette vérité pour mieux l'aimer, pour mieux l'apprécier, et aussi pour en tirer les enseignements qui nous sont nécessaires et pour servir le bien commun et pour transmettre cette vérité à l'extérieur. En fait, tout découle. Une fois qu'on a mis la vérité au centre, ben on l'aime, on veut le développer, on veut en tirer des enseignements et on veut la transmettre. Tout se fait. Ensuite, le troisième point, c'est réinstituer les universités, ou plutôt les universitaires et les étudiants, en corporation. Donc avec des maîtres et des élèves qui ont des privilèges, qui sont indépendants de l'État, et donc tout est confié à cette corporation pour la fin pratique de la recherche de la vérité. Et avec les privilèges qui sont aux professeurs, et certainement leur pauvreté aussi, parce que c'est une sorte de sacerdoce. Voilà. Réinstituer l'autre chose, et ça c'est clair, c'est réinstituer un patronage royal et pas étatique. Et ça c'est très important parce qu'aujourd'hui on a une vision de l'État qui est très, qui est par définition moderne. C'était pas comme ça au Moyen-Âge, c'est-à-dire que l'État n'existait pas. C'était avant tout une incarnation, c'est dans le roi. Et tout ce qu'on appelle aujourd'hui État, en fait, à l'époque, était simplement une émanation du roi. C'est le roi qui donnait des missions aux gens, mais il y avait la personne du roi, et c'était le roi lui-même, le roi en tant que personne, en tant que dépositaire de l'autorité divine, dans le domaine temporel, qui patronnait l'université, qui pouvait être mécène, par ailleurs, donc qui pouvait donner des bourses à des gens, etc., etc. Il y avait le pape aussi. Il y avait aussi d'autres mécènes qui pouvaient apparaître, d'autres personnes, sous le contrôle du roi. Mais les universités pouvaient trouver d'autres moyens de financement, par exemple. Il n'y avait pas de limite. Les universités papales étaient indépendantes. Enfin, il y avait une sorte de variété aussi, qui mettait aussi une sorte de saine compétition là-dedans, tous à la recherche de la vérité. Et c'était c'était pas des fonctionnaires. Ce concept n'existait pas. Et certainement qu'aujourd'hui, une façon importante de pouvoir restaurer une université saine, enfin en tout cas une recherche saine aussi, c'est que l'Europe pourrait agir en utilisant sa possibilité d'être mécène, donc en instituant des académies royales,
des sortes comme ça, des institutions royales, des distinctions royales. Et quand on regarde dans l'histoire de France, il y a une part importante du savoir sur lequel notre civilisation même, qui sont issus en fait d'institutions royales au départ. Bon. Mais le plus important là-dedans, donc, c'est de remettre la vérité au centre et le reste découle. Et le reste, quand je dis que le reste découle, par exemple, c'est évident qu'une fois qu'on a mis la vérité au centre, ben, ça sera pas une université de masse. Par définition, une université est destinée à une minorité de personnes. Tout le monde n'est pas fait pour, il n'a pas la vocation de faire de la recherche intellectuelle. Tout ça, c'est des choses qui en découlent, puisque c'est pas pratique, c'est purement spéculatif. Et c'est un autre mot que j'ai pas cité, mais parce que c'est une sorte de conséquence, c'est pas en principe, mais en fait, c'est une conséquence directe de ce que je dis. C'est quand on a oublié la vérité et tout le monde aujourd'hui, l'université est soi-disant ouverte à tout le monde et tout le monde va à l'université, mais personne ne veut vraiment faire de la recherche intellectuelle, donc tout le monde veut faire de la pratique, donc ça tue encore plus l'université qui est faite pour des recherches spéculatives. Ça fait une sorte de cercle vicieux pas possible et tout le monde est sur le carreau à la fin. Il n'y a plus de recherche de vérité, il y a plus personne qui trouve de travail parce qu'on leur apprend rien de pratique, puisque l'université c'est pas fait pour ça de toute façon, et donc ça n'en finit pas. Donc en conclusion, donc c'était un exemple. Donc le plus important, bon là j'ai pas l'université, donc vous aurez peut-être des questions sur ça, mais ce que je voulais surtout insister, enfin le point important de cette présentation, c'est que c'est la méthode à appliquer. Donc chacun dans son, enfin dans le cas de restauration, ce qu'on appelle aujourd'hui des experts, bon c'est pas le bon mot, mais des gens qui connaissent leur domaine, qui ont de l'expérience dans ce domaine, des hommes prudents quoi quelque part, ce serait cette méthode-là qu'il faudrait qu'ils appliquent dans leur domaine, c'est-à-dire retrouver les principes. Donc qu'est-ce que ça devrait être, ou qu'est-ce que c'était au départ, ou enfin qu'est-ce que ça devrait être. Je sais pas, la finance, n'importe quel domaine, voir qu'est-ce qui se passe par aujourd'hui, qu'est-ce qui fonctionne et ne fonctionne pas à la lumière de ces principes, qui eux-mêmes ont été établis à la lumière de la saine doctrine catholique, de la saine doctrine politique et la saine doctrine philosophique. Et une fois qu'on a fait ce constat de la réalité par rapport à ce que ça devrait être, apporter des remèdes précis qui sont ensuite appelés à être déclinés en des actions politiques concrètes, directes, programmatiques, etc.